Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 165e numéro. Au sommaire, dans la partie internationale, on va parler de la Libye et des marchés aux esclaves. On parlera du Qatar qui fixe un salaire minimum ridicule. On parlera du Trust Project qui va associer les géants du web et les médias de propagande pour tenter de nous faire gober leurs infos. Partie économie, on parlera de Uber qui prépare déjà l'avenir en achetant des milliers de voitures autonomes. On parlera de la Grande-Bretagne qui engendre des commandes records. Et on parlera aussi de la Chine qui continue d'acheter des petits bouts de France. Partie France, on parlera de Bernard Arnault qui sanctionne le monde. On parlera des autoroutes qui vont augmenter, comme c'était prévu. On parlera aussi de Castorama qui s'apprête à licencier. Partie santé environnement, on parlera des pelouses synthétiques de foot qui contiennent des substances cancérigènes. On en a déjà parlé. On va parler des produits toxiques que respirent les salariés qui travaillent dans les ongleries. Et on parlera des crèches parisiennes qui se retrouvent sur d'anciens sites industriels pollués. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale. On va démarrer avec la Libye et les marchés aux esclaves. Quelque part dans Tripoli, une vente aux enchères bat son plein. Des journalistes américains ont filmé discrètement, et c'est à peine croyable. Des êtres humains sont en train d'être vendus pour quelques centaines d'euros. Un migrant africain vient d'être cédé à son nouveau propriétaire. Ces ventes de migrants auraient lieu 1 à 2 fois par mois en toute discrétion à l'extérieur de la capitale libyenne. Des reporters américains voulant en avoir la preuve après avoir reçu une vidéo amateur en août dernier. Des hommes venus du Mali, du Niger, du Ghana sont exhibés comme du bétail aux futurs acquéreurs et vendus sans vergogne aux plus offrants. Objet de tous les trafics par les passeurs, ces migrants africains qui rêvent d'Europe finissent souvent entassés dans des camps de détention sordides. Certains affirment ici avoir été mis aux enchères pour travailler de force, soumis à des traitements inhumains. Les preuves sont rares, mais celles-ci ont été transmises aux autorités libyennes qui ont promis d'enquêter sur ces pratiques. Voilà, donc ceux qui font ces pratiques sont à condamner et ceux qui ont détruit la Libye sont à condamner également. On continue, on va parler d'Israël qui est prêt à coopérer avec Riyad pour faire face à l'Iran. Israël est prêt à coopérer et à échanger des renseignements avec l'Arabie Saoudite pour faire face à l'Iran. Voilà ce qu'a déclaré le chef d'état-major israélien Gadi Eiznekot dans un entretien avec le site d'information Elap. Je cite, « Nous sommes prêts à échanger notre expérience et les informations provenant du renseignement avec les pays arabes modérés pour faire face à l'Iran. » Voilà ce qu'a déclaré M. Eiznekot au site Elap. On parle également du Qatar et de la Turquie puisque, en visite au Qatar, Erdogan a promis une aide militaire à Doha. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a promis, lors d'une visite au Qatar, qu'Ankara continuerait à apporter une aide militaire à ce pays, alors qu'une crise diplomatique sans précédent dans le Golfe oppose Doha à Riyad depuis juin. Il a aussi indiqué que le secteur privé turc était prêt à aider Doha dans les projets en construction dans le cadre des préparatifs de la Coupe du Monde 2022 qu'organise le Qatar, selon l'agence officielle QNA. Lors de la visite, le président turc a eu un entretien avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Adam Al Thani, selon l'agence. Il a annoncé que les deux pays avaient signé plusieurs accords dans les secteurs financiers, touristiques et celui de la recherche. Alors, on a appris également que le Qatar a fixé un salaire minimum pour les travailleurs immigrés. Le Qatar a fixé à 750 riyals par mois, soit 166 euros, le salaire minimum pour les travailleurs immigrés, une réforme introduite récemment par le pays hôte de la Coupe du Monde 2022. Voilà ce qu'a annoncé le ministre du Travail. Ce salaire, équivalent à 195 $, ne comprend pas le logement, la nourriture et les soins qui sont à la charge des employeurs. Il a affirmé que ce montant était provisoire et qu'une augmentation était actuellement à l'étude. Le salaire minimum faisait partie d'un ensemble de réformes de la loi du travail annoncée le mois dernier par Doha, qui était sous le feu des critiques au sujet des conditions de quelques 2 millions de travailleurs migrants, employés notamment sur les chantiers du Mondial 2022. On parle du Nigeria, où il y a eu 50 morts dans un attentat suicide près d'une mosquée. Au Nigeria, c'est une mosquée qui a été visée le 21 novembre dernier par une attaque. Dans le nord-est du pays, à Mubi, cet attentat suicide particulièrement meurtrier a fait au moins 50 morts. Selon la police de l'État d'Adamawa, le kamikaze s'est mêlé aux fidèles pour rentrer dans la mosquée à l'heure de la prière. Puis il y a eu une forte explosion et les témoins rapportent que le toit de la mosquée a été arraché. Voilà, plus de 50 morts. On change complètement de sujet, on va parler maintenant de Google, de Facebook, qui s'associe aux médias mensonges, aux médias de propagande, pour le Trust Project. Les géants d'Internet, Google et Facebook notamment, ont rejoint leurs forces au projet lancé par les médias dans le monde pour identifier les sources fiables d'informations.
Ces initiatives baptisées Trust Project est destinées à combattre la désinformation sur Internet et également recueilli le soutien de Microsoft et de Twitter. Quelques 75 organismes médiatiques y participent. Il s'agira d'estampiller les informations remplissant des critères en matière d'éthique et de transparence. Chaque plateforme Internet va permettre au point des indicateurs de confiance pour aider les lecteurs à évaluer si l'information émane d'une source crédible en laquelle ils peuvent avoir confiance. Voilà ce qu'a poursuivi Madame Lehmann. Plusieurs pays sont représentés parmi les médias qui ont pris part à ce projet. Les États-Unis avec le Washington Post, le Canada avec le Globe et le Mail, l'Allemagne avec l'agence de presse DPA, l'Italie avec la Repubblica La Stampa ou le Royaume-Uni avec le groupe Trinity Mirror. J'imagine que nos médias français ne sont pas en reste sur le sujet. On voit déjà que qui aura une belle petite pastille verte, une belle petite pastille rouge, il n'y a pas de problème. Tout ça est cousu de fil blanc. On continue, on parle toujours des médias, on va parler du Parlement européen qui a approuvé les lois menaçant l'accès libre à Internet et défavorisant les consommateurs en prétendant vouloir mieux les protéger. Le Parlement européen a adopté mardi dernier à Strasbourg une nouvelle série de mesures qui devraient permettre aux autorités nationales de mieux encadrer la coopération en matière de protection des consommateurs en ligne au sein de l'Union européenne. Les nouvelles dispositions sont censées contribuer à l'instauration autour de cette activité d'un climat de confiance propre à son extension ainsi qu'au développement d'une économie numérique plus saine. Elles devraient également permettre de mieux protéger les consommateurs et de codifier la répression de toute fraude dans ce domaine en combattant les lacunes juridiques existant au sein de l'Union européenne. Ces lacunes seraient notamment dues au fait que les pouvoirs d'exécution diffèrent d'un pays à l'autre au sein de l'institution. D'après Olga Chalova, le rapporteur de la Commission du marché intérieur, je cite, « Ce règlement a le potentiel de renforcer de façon significative la coopération transfrontalière entre les autorités dans le domaine de l'application des lois liées à la protection des consommateurs, étant donné que les commerçants opèrent de plus en plus sur l'ensemble du marché intérieur. Nous avons besoin de mécanismes efficaces pour régler les problèmes qui pourraient survenir. » Selon la Commission européenne, le résultat d'une étude effectuée en 2014 ont révélé que 37% des sites d'e-commerce, que ce soit des réservations, des divertissements, la mode, etc., contrevenaient aux lois européennes sur la consommation et feraient perdre beaucoup d'argent aux consommateurs. Malheureusement, le nouveau texte introduit un certain nombre de dispositions générales controversées qui sont peu favorables aux intérêts des consommateurs et menacent l'accès libre et gratuit à Internet. Désormais, les autorités nationales compétentes peuvent ordonner la fermeture ou le blocage de l'accès à un site web sans autorisation judiciaire. En outre, les nouveaux pouvoirs qui leur sont conférés leur permettent de vérifier si des sites web d'e-commerce bloquent géographiquement des consommateurs et de traquer des commerces en ligne qui ne respectent pas la réglementation européenne en matière de protection des consommateurs. Ces décisions devraient conduire les fournisseurs d'accès Internet à mettre en place un ensemble d'outils permettant de supprimer le contenu ou de fermer le site Internet, le service ou le compte jugé dangereux, avec le risque que cet outil puisse être utilisé plus tard abusivement. C'est justement ce genre de procédé qui a permis de bloquer les sites internet faisant la promotion du mouvement d'indépendance de la Catalogne en Espagne il y a quelques semaines. Voilà, donc inutile de vous dire que votre serviteur va voir assez rapidement, je pense, son site internet bloqué. De toute façon, je pense que l'agence Infolibre, les jours sont comptés pour l'agence Infolibre. On attaque la partie économie maintenant. On va démarrer avec Uber qui va acheter des voitures autonomes par milliers à Volvo. Le constructeur automobile suédois Volvo a annoncé lundi dernier qu'il allait vendre des dizaines de milliers de voitures autonomes à Uber, leader mondial des VTC. Un porte-parole du groupe suédois contacté par l'AFP n'a pas donné le montant de la commande ni le nombre précis de voitures concernées par cette commande. Volvo, qui appartient au groupe chinois Geely, a précisé qu'il livrerait des SUV XC90 entre 2019 et 2021 au terme d'un accord non exclusif signé en 2016. Je cite: « Nous sommes ravis de développer notre partenariat avec Volvo », a affirmé les responsables des accords avec les constructeurs automobiles chez Uber. Les véhicules Volvo seront équipés d'une technologie autonome, tandis qu'Uber va mettre au point un système d'autoconduite. Je cite: « Ce nouvel accord nous place sur le chemin d'une production de série de voitures autonomes », a souligné Jeff Miller, le constructeur automobile qui est représentant de Uber. Donc ça corrobore ce que nous disions dans la lettre d'information libre dans l'article Le merveilleux monde de demain, à savoir que tous les conducteurs, tous les chauffeurs, que ce soit de bus, de taxi, de VTC et plus tard d'avion, d'hélicoptère, tout ce que vous voulez, tout ça va disparaître. Ça va nous faire un chômage de masse absolument énorme.
De son côté, Renault a signé un partenariat pour l'assemblage et la distribution de voitures au Pakistan. Renault et Al-Fatem ont conclu un accord cadre portant sur l'assemblage et la distribution de véhicules Renault au Pakistan. Dans le cadre des accords conclus, Renault apportera ses derniers modèles et son savoir-faire technologique. Voilà, on va tout vendre. Les derniers modèles et le savoir-faire. Pour sa part, Al-Futem, à travers sa nouvelle filiale Al-Futem Automobile Pakistan, établira une nouvelle usine de fabrication et d'assemblage et distribuera en exclusivité les véhicules Renault en s'appuyant sur sa parfaite connaissance du marché. Les partenaires prévoient le démarrage des travaux de construction de l'usine en ligne avec les standards du groupe Renault au premier trimestre 2018 à Karachi. Les premières ventes de voitures sont prévues en 2019 avec une montée en cadence pour 2020. On continue dans cette partie économie. On va parler du nombre de salariés détachés en France qui a bondi de près de 25% en 2016. Le nombre de travailleurs européens détachés en France a augmenté de 23,8% en 2016, après une hausse de la même importance en 2015, pour s'établir à 354 151 salariés selon les statistiques de la Direction générale du travail. La meilleure connaissance et la simplification des procédures déclaratives, avec l'ouverture d'un téléservice, ont certainement eu du poids dans cette tendance, de même que la crainte des contrôles, explique au quotidien économique. Les 2 tiers des travailleurs sont venus principalement d'Espagne, du Portugal, d'Allemagne et de Pologne, ont été embauchés dans 5 régions, le Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Hauts-de-France et l'Île-de-France. L'intérim et le BTP sont les 2 secteurs qui ont le plus eu recours à ces travailleurs avec respectivement 22% et 18% de ses employés. On va parler de la Roumanie qui a mis 4 milliards d'euros sur la table pour acheter le système de défense américain Patriot. Après la Suède, c'est au tour de la Roumanie de s'offrir en plein cœur de l'Europe un système de défense aérien américain, le Patriot. Le Parlement roumain a donné son feu vert mardi dernier à l'achat de 7 systèmes américains de défense antimissile Patriot pour près de 4 milliards de dollars, un contrat qui répond à un intérêt essentiel de sécurité. Les députés ont voté à une écrasante majorité en faveur de cet achat au lendemain du vote favorable des sénateurs. Tout comme la Suède, la Roumanie s'est pourtant engagée il y a plus d'une semaine dans une coopération militaire renforcée avec les 23 Européens dans le développement d'armements comme une coopération extérieure avec pour ambition affichée de relancer l'Europe de la défense. On parle également de la Grande-Bretagne qui s'apprête à sortir de l'Union européenne mais qui connaît un nombre de commandes industrielles record depuis 1988. L'industrie britannique a enregistré en novembre ses plus fortes commandes depuis près de 30 ans, semblant montrer à son tour que la chute du sterling qui a suivi le vote en faveur du Brexit a été bénéfique aux usines. L'indice mensuel de la fédération patronale, qui s'appelle le CBI, mesure les commandes en carnet et ce montant a bondi de 17 ce mois-ci après avoir eu -2 en octobre, à son plus haut niveau depuis août 1988. Des économistes l'anticipaient à seulement +3. L'étude montre que les commandes à l'exportation ont également progressé à leur niveau le plus élevé depuis juin 1995. La Banque d'Angleterre espère que les exportations de l'industrie manufacturière britannique pourront partiellement compenser la baisse des dépenses des ménages pénalisées par une inflation importée par rapport à la baisse de la livre sterling. Les entreprises britanniques ont également profité de la croissance dans la zone euro et ailleurs dans le monde. Je cite, « Les industriels britanniques ont une fois de plus enregistré une solide performance. La croissance mondiale et le faible niveau de la livre sterling continuent à soutenir la demande. La croissance de la production a à nouveau accéléré et les commandes à l'exportation atteignent leur plus haut niveau en plus de 20 ans. » Voilà ce qu'a déclaré Anna Leach, responsable du département de l'intelligence économique à CBI. Continue de citer, toutefois, l'incertitude continue à peser sur l'investissement et les pressions sur les coûts restent fortes, souligne-t-elle. L'indice des anticipations du secteur manufacturier pour les 3 prochains mois ressort ainsi à son plus bas depuis octobre 2016. Voilà, donc l'indice qui s'était trompé tout à l'heure pour le plus haut avec seulement +3% alors que c'était +17 nous dit que là, on va être au plus bas depuis 2016. Bon, j'y crois que moyennement. On termine avec cette partie économie. On va parler également de la Chine qui continue de s'offrir des terres agricoles en France. Certaines sociétés chinoises ont jeté leur dévolu sur les terres agricoles françaises. Quelques 900 hectares de terres agricoles produisent du blé et du maïs. Ils ont été acquis dans l'Allier par des investisseurs chinois. Les terrains ont été achetés par le groupe China Yongyang, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements pour les stations-service de l'industrie pétrolière. C'est le même groupe qui avait suscité la polémique en achetant, début 2016, quelques 1700 hectares de terres agricoles dans l'Indre.
Ces dernières années, l'intérêt que portent les investisseurs venus de Chine aux terres agricoles françaises s'est surtout focalisé sur le vignoble et les châteaux, dont 150 sont déjà passés sous pavillon chinois. On attaque la partie France maintenant. On va démarrer avec Bernard Arnault qui est agacé par les Paradise Papers et qui a sanctionné Le Monde. Bernard Arnault n'a pas franchement goûté l'article du journal Le Monde sur son patrimoine offshore paru dans le cadre des Paradise Papers. Le PDG de LVMH, qui est également le beau-père de Xavier Niel, l'un des principaux actionnaires du Monde, a décidé de retirer jusqu'à la fin de l'année les pages de publicité du géant de luxe prévues dans le journal. Voilà ce qu'a révélé le Canard enchaîné. Le manque à gagner pour Le Monde s'élève à 600 000 €. Contacté par Challenge, le groupe LVMH ne souhaite pas faire de commentaires. Voilà. Et après on dit que nous sommes des complotistes par rapport aux industriels qui mènent les médias. On continue, on va parler du carton rouge pour Renault sur le cobalt et les droits de l'homme en République démocratique du Congo. Amnesty International a étudié les offres réalisées par 27 industriels pour s'assurer que le cobalt qu'ils utilisent dans leurs batteries est extrait avec les respects des droits de l'homme. Selon leur niveau d'implémentation de ce devoir de vigilance sur leur chaîne d'approvisionnement, ils sont notés sur 5 critères sur une échelle allant de « aucune action mise en œuvre » à « adéquate » dans un rapport intitulé « Ces enfants qui travaillent pour nos batteries ». Si Apple et Samsung s'en sortent avec les honneurs, ils ont 3 adéquates et 2 modérées, ce n'est pas le cas du seul français sur la liste. Tout secteur confondu, le constructeur automobile Renault figure parmi les derniers, avec 2 aucune action et 3 minimales, l'avant-dernier niveau. Parmi les 7 constructeurs automobiles proposant des modèles électriques étudiés par Amnesty, BMW, Daimler, Fiat Chrysler, General Motors, Renault, Telsa et Volkswagen, le français se retrouve bon dernier, aucun des autres n'ayant reçu une mention « aucune action mise en œuvre ». On va parler de l'augmentation des passes Navigo d'abord et après on parlera des autoroutes. Alors en 2018, le pass Navigo va augmenter de 3%. Pour la 3e année consécutive, le pass Navigo, donc c'est pour Paris, va augmenter. D'après nos informations, Valérie Pécresse, présidente de l'IDF Mobilité, table sur une hausse de 3% en 2018. Le pass coûterait ainsi 77,45 € par mois contre 75,20 € actuellement. Le pass Navigo a déjà subi une hausse en août dernier, passant de 73 € à 75,20 €. En 2015, le prix du forfait mensuel s'élevait à 70 €, vous vous rendez compte? En l'espace de 3 ans, l'abonnement au transport francilien aura donc augmenté d'un peu plus de 10%, alors qu'aujourd'hui on nous dit que l'inflation est à peu près de 1%. C'est vraiment scandaleux, d'autant plus que il me semble que le pass Navigo, on avait promis de ne pas l'augmenter. Alors, on continue, les autoroutes françaises, bon bah ça, je l'avais déjà dit dans les infos dont on parle peu, si vous vous rappelez, le rapport de la Cour des comptes qui pointait du doigt le prix des autoroutes françaises, le fait qu'ils sont trop chers, le fait que les sociétés d'autoroutes s'en soient mis plein les poches et le fait que la France ait laissé faire, enfin que l'État français ait laissé faire, bon, ça n'empêche pas que les tarifs de péage vont augmenter de 1 à 2% dès le 1er février 2018. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes, les tarifs des péages d'autoroute vont connaître une hausse de 1,03 à 2,04% le 1er février 2018, voilà ce que révèle le journal du dimanche. Cette hausse doit officiellement être présentée le 23 novembre par les services du ministère des Transports au comité des usagers, mais aurait déjà été validée par l'État. Cette hausse s'explique en partie par le taux d'inflation établi à 1,026% le 1er octobre 2017 et par une répercussion de la hausse de la redevance domaniale en 2013 que les sociétés reversent à l'État pour l'exploitation d'une portion du domaine public. Voilà ce qu'a détaillé le JDD. On va également parler de la fonction publique, puisque l'Assemblée a rétabli le jour de carence en cas d'arrêt maladie. Voilà, ça avait été supprimé, on vient de le rétablir. L'Assemblée nationale a voté lundi dernier le rétablissement, dans le cadre du budget 2018, d'un jour de carence dans la fonction publique en cas d'arrêt maladie, le gouvernement mettant en avant un moyen de réduire l'absentéisme. Engagement de campagne d'Emmanuel Macron, le rétablissement d'un jour de carence, arrêt maladie rémunéré à partir du 2e jour, dans la fonction publique avait été annoncé dès juillet par le gouvernement afin de lutter contre le micro-absentéisme qui désorganise les services alourdit la charge de travail des collègues en poste et coûte environ 170 millions d'euros par an. Le communiste Jean-Paul Dufrègne a dénoncé une stigmatisation des fonctionnaires pour une mesure court-termiste et inefficace. On termine cette partie France en parlant également de Castorama, puisque des délocalisations sont en cours et ça menace des centaines d'emplois. Des centaines d'emplois sont menacés chez Castorama et Brico Dépôt, des enseignes du groupe britannique Kingfisher, voilà ce qu'a déclaré lundi dernier la Fédération des emplois et des cadres de force ouvrière.
Selon le syndicat, la directrice générale du numéro 1 européen du bricolage, Véronique Laury, a annoncé à l'ensemble des filiales du groupe la création d'un service partagé en Pologne qui regroupera toutes les activités financières. Kingfisher a annoncé en septembre un recul de 8,1% de son bénéfice net au premier semestre à 295 millions de livres, soit 332 millions d'euros, qu'il a mis sur le compte de problèmes d'approvisionnement de certains produits et sur des ventes toujours faibles en France. La restructuration fait partie d'un plan baptisé One Kingfisher, visant à réduire les coûts et générer 700 millions d'euros supplémentaires de dividendes d'ici 2020. Voilà ce qu'a déclaré à Reuters un délégué syndical de Force ouvrière chez Castorama, Jean-Paul Gattier. On attaque la partie santé-environnement maintenant. On va parler des substances toxiques dans les pelouses synthétiques. On en avait déjà parlé dans les infos dont on parle peu. Ça remonte à au moins 1 ou 2 ans cette histoire-là. Ça sort de plus en plus, mais bon, ça met du temps à sortir en France. Au Canada, c'est déjà établi. S'agirait-il du prochain scandale sanitaire? Le magazine SoFoot vient de révéler que les pelouses synthétiques de certains terrains de football contenaient des substances cancérogènes. Aux États-Unis, on recense déjà des cancers du sang chez plus de 230 joueurs. Que ce soit sur des terrains de football en plein air ou en salle, des gazons synthétiques sont souvent utilisés comme revêtement de sol. Entretien plus simple, nécessitant pas d'eau, le coût intéressant, etc. Composés de granulats ayant l'aspect de petites billes noires et issus de pneus recyclés, on pensait que ces pelouses synthétiques étaient la bonne solution au regard des nombreux avantages qu'elles présentent. Seulement cette pelouse semble poser un vrai problème sanitaire. Les billes noires qui la composent seraient cancérogènes. L'information a été dévoilée au mois de novembre par le magazine SoFoot. Ça avait été relayé depuis longtemps par des magazines d'information et par des sites d'information américains et canadiens. Entre parenthèses. Selon le mensuel, des chercheurs américains et néerlandais auraient découvert que ces petites billes noires contenaient près de 190 substances toxiques ou cancérogènes. On parle également de l'onglerie. Attention danger. Le secteur emploie au moins 5000 personnes en France, des femmes pour l'essentiel, âgées de 18 à 35 ans, en établissement ou à domicile. Ces salariés pratiquent la pose de vernis, de soins de manucure et ces activités les exposent à des dizaines de substances nocives. L'ANSES appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures sur le sujet jugé préoccupant. Appliquer un dissolvant, poser un vernis, une résine, limer les ongles. Au total, les professionnels du secteur manipulent ou respirent quotidiennement près de 700 substances dont 60 sont qualifiées de dangereuses. Notamment l'acétaldéhyde, un composant chimique classé cancérogène, le toluène, toxique pour une femme enceinte, ou encore les métacrylates qui sont allergisants. De fait, les professionnels souffrent assez souvent de problèmes cutanéo-respiratoires et sont peu protégés, comme l'explique Christophe Roussel, qui est chargé de l'évaluation des substances chimiques à l'ANSES. Je cite: « Ce sont des petites structures avec un nombre limité de salariés et qui par conséquent ne sont pas forcément suivies d'un point de vue médical régulier. On a constaté qu'aucun des établissements visités ne dispose de table avec aspiration. » Le rapport de l'ANSES préconise évidemment une meilleure protection, mais aussi une meilleure formation pour ces travailleuses aux risques professionnels. L'agence demande aussi aux industriels de remplacer, quand c'est possible, certaines substances classées dangereuses par d'autres moins nocives. Elle appelle enfin à surveiller l'apparition éventuelle chez ces professionnels de maladies neurologiques, auto-immunes, voire de cancer. Et on termine cette vidéo en parlant également des crèches, surtout à Paris, puisque apparemment 75% des crèches et des écoles sont situées sur d'anciens sites industriels pollués. Selon une enquête publiée le 16 novembre par l'association Robin des Bois, près des 3/4 des établissements accueillant des jeunes enfants contiennent dans leur sol des résidus de plomb, d'hydrocarbures et de solvants chlorés. Alors qu'une crèche et un collège à Vincennes sont contraints de déménager à cause de l'air pollué de leurs locaux, l'association de protection de l'environnement Robin des Bois a publié sur son site internet le résultat d'une enquête sur l'état des sols et des établissements accueillant des jeunes enfants en France. Et le bilan est inquiétant. À Paris, selon l'ONG, 75% des crèches et des écoles inspectées dans la capitale sont situées sur des terrains pollués par des hydrocarbures, du plomb ou encore des solvants chlorés tels que le péroloroéthylène. Je cite, 52% des crèches et des haltes garderies, 21 sur 40 dans la capitale, nécessiteraient une vigilance renforcée. Et 23%, 9 établissements, doivent faire l'objet d'aménagements et de précautions. Voilà ce qu'a précisé Jackie Bonnemens, porte-parole de l'association. Il faut savoir que Paris a longtemps été le berceau d'une ville industrielle avant d'être une ville résidentielle. Durant ces décennies, la ville possédait de nombreuses fonderies, blanchisseries et usines à métaux. Ces ateliers de traitement, ces fabriques diverses ont commencé à fermer leurs portes dans les années 1930, à une époque où la protection de l'environnement était bien plus rudimentaire qu'aujourd'hui. La plupart des terrains et des nappes phréatiques ont été contaminés durablement par cette activité industrielle.
Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous les abonnés de l'agence Infolibre. Je remercie aussi tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr bien sûr. Bonne journée à tous, ciao, restez bien informés.